Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'été 2026 va-t-il nous rappeler les mauvais souvenirs de l'été 2022 ? Avec le réchauffement climatique, tous les départements du pays sont susceptibles d'être touchés. Nous irons en Moselle au cœur d'un entraînement des pompiers qui se préparent déjà à cette éventualité. Chaque année, vous êtes très nombreux à acheter des tests ADN pour connaître vos origines familiales. Cette pratique est pourtant illégale car elle peut entraîner des conséquences sérieuses. Le Conseil économique, social et environnemental recommande aujourd'hui la dépénalisation de ces tests. Et puis dans ce journal également, nous découvrirons un art millénaire, celui de la vannerie, un savoir-faire d'exception qui connaît un regain d'intérêt depuis plusieurs années, vous verrez. En fin de journal, nous nous rendrons dans le Finistère pour visiter le parc marin de l'Iroise qui abrite des milliers d'espèces marines. Nous rencontrerons les femmes et les hommes qui veillent à la préservation de ce trésor de la nature. Avec le réchauffement climatique, les risques d'incendie s'amplifient partout en France. Les pompiers s'adaptent et s'entraînent dorénavant toute l'année pour être prêts à un éventuel départ de feu. C'est le cas, vous allez le voir, en Moselle, où les événements de ce genre sont plutôt rares d'habitude. Reportage de Moselle TV, Mathéo Philippe. Des images rares en Moselle, mais qui pourraient se faire plus fréquentes en raison du réchauffement climatique. À Lutzelbourg, 200 pompiers s'entraînent à faire face aux feux de forêt lors d'un exercice grandeur nature. Des équipes sont mobilisées au poste de commandement. Le rendez-vous incontournable, ce sera effectivement que le feu jamais ne dépasse la départementale 98A. D'autres en première ligne pour combattre le feu au sol. Grâce à ce tuyau incendie déployé sur 60 mètres, les pompiers peuvent combattre les flammes au plus près du terrain. Et ces hommes sont épaulés par cet avion, le Dash 8 Milan, capable de larguer de l'eau à une trentaine de mètres au-dessus des arbres. Le Grand Est de la France a atteint un niveau d'opérationnalité qui est très comparable à ce qu'on peut retrouver dans le Sud, tant en termes d'équipement, de formation, d'articulation opérationnelle. Au sein du département, 190 000 hectares de forêt sont à protéger. Pour éviter une propagation rapide des flammes, les enjeux sont clairement définis. La lutte contre l'incendie, mais comme tous les phénomènes de risque majeur, c'est pas quand on est dans la période où il y a le risque qu'on se prépare. L'an dernier, 630 interventions pour des feux d'espaces naturels ont été recensées, dont 4 feux de forêt. On apporte des espèces en plus de celles qu'on a déjà en Moselle. Donc il ne s'agit pas de transformer complètement les peuplements, mais de les conserver en ajoutant des arbres qui sont plus résistants pour donner toutes les chances aux forêts mosellanes de résister à l'avenir. En montagne, par exemple, cela passe par l'introduction du chêne. En plaine, d'autres essences comme certains pins ou le cèdre peuvent être privilégiés. Dans 9 cas sur 10, c'est l'homme qui est à l'origine des incendies d'espaces naturels. Le mois de mai vient de se terminer et il est chaque année marqué par de très nombreux jours fériés qui impactent directement aussi les collectes de dons de sang. Les donneurs se font de plus en plus rares alors que les besoins restent très élevés. Regardez ce reportage en Martinique de ATV d'Orient Cahuela. Les réserves de sang passent au rouge en Martinique. L'établissement français du sang lance un appel pressant à la solidarité des donneurs. Les groupes O positifs et O négatifs sont particulièrement recherchés, indispensables au quotidien pour sauver des vies. On a ce besoin parce que c'est eux qui permettent de traiter les urgences et c'est pour ça qu'on fait un appel à la population pour qu'elle puisse se mobiliser et qu'elle puisse venir sur nos collectes. Parmi les donneurs, certains répondent présents très régulièrement. C'est le cas de ce citoyen engagé qui vient donner son sang de façon régulière pour contribuer à sa manière à venir en aide à la population. C'est pas difficile de venir à l'EFS, il suffit juste de prendre rendez-vous. Les horaires sont flexibles et puis c'est rapide. En Martinique, l'EFS doit collecter environ 50 poches de sang par jour pour être autosuffisant. Mais avec les jours fériés, les dons chutent fortement. Seulement une vingtaine de poches sont récoltées quotidiennement. Côté plaquettes, l'établissement a besoin d'environ 7 donneurs par semaine. Une collecte plus complexe car elle se fait uniquement sur rendez-vous. On a besoin de plaquettes tous les jours, au moins 2 à 3 donneurs. On en manque toute l'année et le stock n'est jamais assez rempli. Elles ne sont utilisables que 7 jours. Et on en fait venir beaucoup de métropoles, malheureusement. Pour donner votre sang, rien de compliqué.
vous pouvez vous présenter avec ou sans rendez-vous à l'établissement de Dillon ou à bord du bus itinérant qui sillonne le territoire. Les pneus de votre véhicule sont-ils toujours en bon état? Difficile de le savoir quand nous ne sommes pas les uns et les autres des experts. L'entreprise Saroule, c'est son nom, a créé un banc innovant pour connaître l'usure des pneumatiques en seulement quelques secondes. Cela va vous aider dans cette analyse indispensable pour votre sécurité. Reportage de LMTV Sarthe, Colin Ancel. Avec ce simple passage sur cette machine, un usager connaît l'usure de ses pneus. Au siège de LDC, l'expérience était proposée aux collaborateurs. Là, c'est très simple, donc il faut juste passer sur le parking, donc c'est une très bonne initiative. Dans la pratique, le véhicule passe, la machine prend des photos, vérifie le type de pneus, s'ils sont adaptés ou non à la voiture, et avec ses capteurs au sol, mesure l'usure au dixième de millimètre près, et en moins d'une minute... Tiens, voilà, sur ce véhicule, les pneus avant étaient vraiment très usés, donc on en a parlé à l'utilisateur, et on va lui mettre directement un devis automatiquement à la bonne référence. LDC dit sa sensibilité à cette problématique, surtout qu'ici, Xavier Poulain gère les véhicules à usage professionnel, 1600 voitures et 450 poids lourds. On s'est dit pourquoi ne pas mettre les mêmes outils à disposition de nos collaborateurs pour leurs véhicules personnels qui leur permet de faire le trajet du quotidien. Le risque routier, c'est la première cause de mortalité au travail. Ce banc sort tout juste d'usine, objectif l'étalonner grandeur nature. Nous, l'idée, elle serait de faire passer entre 500 et 1000 véhicules sur le banc pour pouvoir faire des statistiques d'usure, pour pouvoir vérifier que les informations qu'on donne sont bonnes, sont fiables. Jusqu'à 300 véhicules par heure peuvent passer sur la machine. L'idée maintenant, notamment pour le groupe LDC, une solution mobile qui permettrait de déployer cette technologie sur la centaine de sites que compte le Volailler en France. Voilà, et puis toujours concernant votre véhicule, ces dernières années, les vols de voitures à clé main libre se sont multipliés. Ces véhicules qui se déverrouillent sans appuyer sur les boutons de la télécommande. Alors pour lutter contre ce fléau, un Breton vient de mettre au point une puce anti-vol. Comment fonctionne-t-elle? Tristan Lahaye et Laure Petit pour TVR à Rennes. Presser un bouton pour ouvrir sa voiture, ce geste anodin, vous ne le faites peut-être plus grâce aux clés main libre. C'est plus pratique sans la clé, déjà ça évite de la chercher dans les poches ou dans un sac et ça permet d'ouvrir facilement. 88% des vols de voitures se feraient par voie électronique. Pour ne pas se faire avoir, certains automobilistes testent des méthodes faites maison. Mon épouse a fait un petit étui avec à l'intérieur de l'aluminium. On ne sait pas si c'est efficace, mais... Face à la multiplication des vols sans effraction, cet ingénieur dinardais a travaillé sur une solution pendant 1 an. Elle s'appelle BlockKey et coûte 30 € en précommande. C'est un micro-circuit électronique qu'on vient insérer dans sa clé autour de la pile. Ce circuit vient détecter grâce à un circuit intelligent quand la clé est immobile et à ce moment-là, il vient complètement la couper et donc empêcher toute communication entre le véhicule et la clé. Jean a fait appel à plusieurs de ses proches, comme Julia, pour tester son invention. Ma voiture, elle est garée vraiment à 2 mètres de chez nous, donc c'est vrai que ça pourrait être parfaitement l'objet d'un vol. Pour rappel, d'après le ministère de l'Intérieur, chaque année, une voiture est volée toutes les 4 minutes en France. Interdits en France, les tests ADN à visée généalogique sont pourtant utilisés chaque année par des milliers de Français via des plateformes étrangères. Face à cet engouement croissant, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, recommande aujourd'hui leur dépénalisation tout en soulevant des questions éthiques. Les précisions avec TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux, Emma Sicli. Quelques clics suffisent pour se commander un test ADN. Une pratique pourtant interdite en France. Chaque année, 100 à 150 000 personnes contournent la loi via des kits accessibles sur Internet vendus à une centaine d'euros. Or, pour retrouver ses origines, il existe déjà une voie légale. En Gironde, le Bureau de la recherche des origines accompagne des personnes adoptées ou nées sous X qui souhaiteraient entamer des recherches sur leur histoire familiale. Un parcours très encadré qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. On va l'accueillir, évidemment. On va essayer de voir un peu dans quel état d'esprit il se trouve depuis notre échange au téléphone. Et puis, on va lui expliquer comment on a organisé son dossier. On va aussi lui expliquer ce qu'on a pu laisser, de ce qu'on n'a pas pu laisser, en fonction de l'histoire, notamment pour les personnes qui sont nées sous le secret. Tous les documents ne peuvent pas être communiqués comme ça spontanément. Au mois de mai, le
le Conseil économique, social et environnemental recommandait de légaliser ces tests à visée généalogique. On n'a pas forcément anticipé ça, donc là on suit là, ce qui est en train de se discuter. Je pense qu'il y aura certainement un plus grand recours si c'est légalisé. On peut penser l'accompagnement, comment on peut vraiment être vigilant pour que ces démarches-là elles se fassent quand même dans le respect des uns et des autres et dans une protection aussi de tous, quoi. En attendant l'avis du Comité national d'éthique, le bureau reste prudent sur les possibles conséquences de cette légalisation. Pour rappel, faire un test génétique à titre privé est passible d'une amende de 3 750 €. Partons maintenant à Annecy, en Haute-Savoie. Avant l'arrivée des vacanciers pour la saison estivale, les locaux s'affairent à traiter un parasite très embarrassant, les puces de canard. Chaque année, elles reviennent troubler la baignade au lac d'Annecy et provoquent des démangeaisons chez les baigneurs. 8 Mont-Blanc s'est rendu à cette opération de traitement du lac, Kezia Poudou. Un décor idyllique, un bateau, et pourtant la mission n'a rien d'une balade. À bord, Olivier Cambré traque un parasite invisible, la puce de canard. Depuis la traversée du lac en 2005, marquée par plusieurs nageurs touchés, cette opération est devenue un passage obligatoire avant l'été. Concrètement, le herçage consiste à gratter les fonds du lac dans les zones les plus sensibles, donc en eau peu profonde. Les coquilles des mollusques qui servent de refuge à ces parasites sont cassées, entraînant leur disparition. Le parasite, il faut des endroits peu profonds et comme les plages du sud du lac descendent rapidement, il y a moins de cas. Les équipes passent environ 2 fois sur chaque plage. Une méthode qui permet d'éliminer entre 80 à 90% des limnées présentes au fond du lac et donc de limiter fortement la présence du parasite. C'est le canard qui donne sa fiente à la puce. Cette fiente tombe au fond du lac et des limnées, qui sont de petits escargots, absorbent cette fiente et libèrent, puisque un limné peut libérer jusqu'à 2000 à 2400 puces. Donc les puces remontent en surface, cherchent un corps à son chaud, et c'est ou le baigneur ou le canard, et le cycle perdure. Chaque année, entre 100 et 150 personnes signalent avoir été piquées selon le SILA. Des piqûres qui provoquent des démangeaisons mais restent sans danger. Il est tout de même recommandé de bien se sécher après la baignade et en cas de réaction, de demander conseil en pharmacie. Tout à fait autre chose. Pour lutter contre les attaques d'oiseaux lors des semences de leurs exploitations agricoles, les agriculteurs tentent par tous les moyens de faire peur aux volatiles qui ruinent les champs. Pour cela, ils utilisent des épouvantails, bien sûr, mais également des canons effaroucheurs. C'est ce que nous explique cet agriculteur du Gers au micro de La Dépêche du Midi, Salomé Dubar et Agnès Grimaldi. Donc on sème le tournesol, on va dire il met une semaine à 15 jours pour sortir, et c'est à ce moment-là où les oiseaux viennent le manger. On utilise ça, en gros ça fait une déflagration pour faire partir les volatiles. La culture elle est complètement ravagée par les oiseaux, donc après il y a ressemis, donc ça engendre des coûts pour nous, hein, puisque la personne nous le prend en charge, et des pertes de rendement. Qui dit perte de rendement dit perte de revenus pour l'agriculteur, quoi. Et puis avec le contexte économique actuel et les modes de consommation qui changent, de nombreux secteurs peinent à s'y retrouver. C'est le cas notamment des brasseries artisanales. Près de 20% de ces établissements sont menacés. Plus d'explications avec ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux, Juliette Huard. Chaque semaine, 7000 bouteilles sortent de cette micro-usine. Une production de bière bio et locale qui se maintient malgré les difficultés que rencontre la filière. On a renégocié tous nos tarifs avec tous les prestataires avec lesquels on travaille et on se pose un peu toujours la question de comment ça va se passer sur les prochains mois. Confrontés à l'augmentation du coût des matières premières mais aussi à la baisse du pouvoir d'achat, les brasseries artisanales subissent aussi les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Le prix de l'essence a tellement augmenté que finalement, chaque sortie pour faire les livraisons a un impact. Selon le syndicat national des brasseries indépendantes, une structure sur 5 risque de fermer.
Une situation inquiétante face à laquelle cette productrice refuse de se laisser aller. On a pris la décision d'ouvrir un tap room, donc une chambre des becs, c'est-à-dire un lieu dans lequel on accueille les clients, un bar en after work et qui permettent en fait d'avoir les retours clients directs, qui nous permettent aussi de ne pas avoir d'intermédiaire au niveau des coûts, de pouvoir proposer des bières à des prix très attractifs. Sur le parking de ce magasin bio, les clients sont unanimes. Mieux vaut consommer de la bière artisanale que de la bière industrielle. Ça aide certaines productions, donc c'est des choses que je veux faire au maximum. L'année dernière, 36% des Français ont déclaré ne pas consommer d'alcool. Un chiffre en hausse de 3 points par rapport à 2023. De Paris à Lourdes, des coureurs de la gendarmerie se sont élancés pour le défi des blessés 2026, porté par l'association des Phénix de la gendarmerie. Un relais qui traverse près de 105 communes pour honorer les militaires blessés et surtout transmettre le devoir de mémoire. Écoutons l'un des relayeurs au micro de 7 à Limoges. Je suis exactement coureur cycliste où je participe donc à ce projet entre Paris et Lourdes de transport de la flamme de la tombe du soldat inconnu. Je roule, on va dire, avec cette flamme et on la transporte dans 105 communes pour la présenter à notre jeunesse, à nos élus, à toutes les personnes qui le souhaitent, justement pour commémorer un instant ensemble et notamment pour pouvoir justement se souvenir de nos anciens. C'est une énorme symbolique qui est très très forte, puisqu'en effet il y a ce devoir de mémoire qui est extrêmement important, qui est très puissant, qui doit perdurer au travers de nos générations, mais également on essaie plutôt d'apporter, on va dire, des éléments sur les gendarmes qui sont blessés, que ce soit en service, en opération extérieure, mais également au sein même de notre pays. Malheureusement, ils peuvent payer parfois un tribut très très lourd. Voilà, et puis amateurs de moto, ce reportage vous plaira. Des engins rutilants, des drapeaux venus de toute l'Europe et des moteurs qui grondent. Partons découvrir les emblématiques Goldwing à Saint-Dizier en Haute-Marne. Des centaines de passionnés se sont réunis autour de leur passion. Puissance Télévision était sur place. Janice Gaillard. Elles sont près de 650 à envahir le parc du Jard. Les motos Goldwing ont fait halte à Saint-Dizier pour la Parade des Nations, le point d'orgue de leur rassemblement international. Une tradition annuelle qui rassemble les passionnés venus de tout le continent européen. Chaque année, les destinations varient. Cet événement a un objectif simple: prendre le plaisir de se retrouver. La Goldwing, c'est une moto qui attire l'œil. Elle est grosse, elle est volumineuse, elle est lourde. C'est un vrai canapé à roulettes, je pourrais dire. On a des amis qui viennent du Portugal, des amis qui viennent d'Irlande, il y en a qui viennent de Turquie, il y a des Ukrainiens. J'ai vu rentrer dans le parc tout à l'heure des Norvégiens. Si ces motos réputées pour leur taille ou leur confort sont toutes de la même marque, chacune est unique. Pour les mettre d'autant plus en valeur, elles arborent drapeaux, ballons, peluches et divers accessoires. On aime faire ça pour visiter un peu les régions de France et on va même parfois à l'étranger faire des rassemblements de Goldwing à l'étranger. La destination de l'année prochaine est déjà actée. En 2027, les motos Goldwing rouleront en direction de Castres, une commune située dans le département du Tarn. Voici dans ce journal maintenant une compétition tout à fait spectaculaire, le ring. C'est son nom, une compétition canine où le chien et son maître ne font plus qu'un. Les participants sont jugés sur leur complicité et surtout sur l'écoute de l'animal. TL7, notre partenaire dans la Loire, a assisté à la finale du championnat de France. Alexandre Couzet. Un maître, un chien et des années de travail pour atteindre l'élite française. À Roche-la-Molière, les 31 meilleurs binômes maître-chien français disputaient la finale nationale d'une discipline aussi impressionnante qu'exigeante, le ring canin. C'est une discipline qui inclut de la défense, de l'obéissance et des sauts. Donc vous avez des suites en laisse, des rapports d'objets, des positions à distance, des sauts en longueur, hauteur. L'objectif, tester toutes les qualités du chien, sa capacité à obéir instantanément, à franchir les obstacles, mais aussi à défendre son maître ou protéger un objet, toujours sous contrôle absolu. Alors je pense que la beauté du ring, c'est surtout
la disponibilité du chien sur plusieurs secteurs d'activité, on va dire. À ce niveau, aucun détail n'échappe au juge. Chaque création, chaque hésitation, chaque précision d'exécution peut faire la différence. On a vraiment affaire au meilleur chien de France, donc la moindre attitude doit être décortiquée pour pouvoir sélectionner le meilleur chien, et c'est ce qu'ils font parfaitement ce week-end. Mais malgré l'enjeu, tous évoquent le même esprit, celui d'une grande famille réunie autour de l'amour du chien. Au-delà du spectacle, le ring reste une discipline de précision où chaque point est compté et où la moindre erreur peut faire basculer un classement après plusieurs mois de sélection à l'échelle nationale. Et puis en ces temps tourmentés, je vous propose de découvrir le nouveau livre de Jérôme Cordelier, Les Grandes Fractures, c'est son nom. Un ouvrage qui nous ramène dans la France des 30 Glorieuses, une période explosive entre la guerre d'Algérie et mai 68. Un livre comme un miroir tendu à notre époque. Rencontre avec Jérôme Cordelier, signé Christophe Rigaud. Regardez. Les Grandes Fractures, c'est le 3e ouvrage de Jérôme Cordelier qui poursuit son introspection des chrétiens aux prises avec les grands bouleversements du XXe siècle. De la guerre d'Algérie à mai 68, Jérôme Cordelier dresse les portraits de chrétiens à la fois engagés, mais également divisés. Dans la guerre d'Algérie, par exemple, les chrétiens sont en première ligne, des deux côtés. C'est-à-dire on a d'un côté des partisans de l'Algérie française, donc pour eux, l'Algérie française est la continuité aussi d'un christianisme ancré déjà dans la terre algérienne. Et d'un autre côté, vous avez les chrétiens qui veulent l'indépendance, qui accompagnent ce processus de décolonisation et qui seront les premiers à être hostiles à la torture. Les grands chamboulements politiques et sociétaux de mai 68 ont également fortement agité les chrétiens. Les chrétiens sont des deux côtés des barricades. Vous avez d'un côté les jésuites et les dominicains qui sont plutôt favorables aux révoltes étudiantes. Et vous avez aussi le père Lustiger, qui deviendra le futur cardinal archevêque, qui lui est plutôt conservateur. L'ouvrage de Jérôme Cordelier ouvre enfin des résonances avec des débats plus contemporains. La raison, la foi, l'esprit et la matière, actuellement avec l'intelligence artificielle, c'est un des enjeux principaux, ce débat entre l'esprit et la matière. Des questionnements toujours d'actualité aujourd'hui, dans un monde incertain et en constant bouleversement. Partons maintenant à la découverte d'un art millénaire, celui de la vannerie. Ce savoir-faire d'exception connaît un regain d'intérêt depuis une dizaine d'années dans notre pays. L'osier reste la principale matière première de cette activité d'antan. Reportage de Vosges TV, Anaïs Gall et Lisa de Villard. Le tressage, c'était d'abord une passion, c'est désormais un métier pour Jean-Marie Rapt. Après un accident de moto, il a choisi sa reconversion pour devenir vannier professionnel, une discipline qui, depuis une dizaine d'années, est revenue à la mode. La preuve, chaque année, elle attire près de 1500 visiteurs au festival de vannerie de Boucs-sur-Hull. Il y a un regain d'intérêt pour ce qui est authentique, pour ce qui est fait main et qui est durable en même temps. Durable, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il s'agit d'un art millénaire et ce n'est pas cette vannière spécialiste en archéologie qui nous contredira. Malheureusement, contrairement à la céramique, peu d'objets en osier ont survécu pour en témoigner. La conservation dépend du milieu. En fait, ce qui va détruire une vannerie, ça va être la moisissure, donc si c'est dans un milieu humide, ou ça va être l'exilophage, les petites bêtes qui vont venir manger le bois. Et le premier panier qu'on connaisse a été trouvé dans le désert de Judée en 2018 et il date d'il y a 10 500 ans. Mais c'est surtout vers le 19e siècle que la mode de la vannerie a atteint son apogée. Dans ce petit musée éphémère, un collectionneur passionné proposait de découvrir des centaines de pièces aux usages divers et variés. Cette pièce, elle était vendue comme un panier de confiseur, donc dans lequel on mettait des bonbons, des dragées, des chocolats. Depuis, la vannerie a fait du chemin. Écartée un temps par l'avènement du tout plastique, elle a su reconquérir les cœurs, à l'image d'autres arts manuels ces dernières années. Une tendance que reflète bien le Festival de la vannerie de Boucs-sur-Hull, qui rassemblait cette édition 25 professionnels de tous horizons et une centaine d'amateurs venus participer à des stages d'initiation. On accueille des collègues européens, voire de plus loin. On a déjà accueilli une collègue japonaise pour voir aussi d'autres techniques, rencontrer d'autres univers. Au programme également des conférences et de nombreux ateliers à thème, comme ici la confection d'un gris-gris préhistorique.
Dans la série Nos régions regorgent de trésors, il y a le Finistère. Avec le parc marin de l'Iroise, des centaines d'espèces marines cohabitent sur plus de 3500 km². Une faune très riche que l'homme tente de préserver. Alors comment le fait-il? Reportage de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, Lilian Balu. Alors vous avez un oiseau là sur les cailloux, est-ce que vous allez le voir? Des centaines d'espèces maritimes sur plus de 3500 km² de Ouessant. À l'île de Sein, le parc naturel marin d'Iroise regroupe une riche faune marine, dont le premier champ d'algues de France. On a ici une zone exceptionnelle, on a des eaux très riches qui remontent du fond de l'océan parce que les courants sont très forts, qui vont alimenter du plancton, qui vont alimenter des grandes algues et qui iront par évidemment la fameuse chaîne alimentaire jusqu'à alimenter des dauphins, des phoques, etc. Ce parc, créé en 2007, a pour but de protéger les espèces vivant dans cette mer tout en continuant les activités économiques. Il y a 3000 ans, il y avait déjà des pêcheurs ici. Donc on est un espace naturel mais où la présence de l'homme est forte. Et l'idée du parc marin, c'est d'intelligemment faire vivre une communauté humaine autour de cette biodiversité sans la menacer. Près de 200 navires de pêche traversent régulièrement ce parc marin. Avec la charte pêcheurs partenaires, les marins sont encouragés à ramasser les déchets en mer et à déclarer la capture accidentelle d'animaux. Les marins pêcheurs ici définissent avec nous les règles qu'ils s'imposent à eux-mêmes pour faire en sorte de préserver des espèces emblématiques. On a forcément en tête tous la langouste rouge, mais aussi les espèces de poissons, de crustacés, de coquillages qui peuvent exister. Avec les effets du changement climatique, le nombre de mammifères marins varie au sein de la mer d'Iroise. Des centaines de phoques sont recensés dans l'archipel de Molène. Aujourd'hui, on sait que les populations ont évolué, en tout cas depuis la création du parc. Elles n'ont cessé d'évoluer favorablement. Sur par exemple, nos groupes de grands dauphins, les groupes sédentaires de grands dauphins, là c'est pareil. Pour sensibiliser à la protection de la biodiversité d'Iroise, des visites en bateau sont proposées toute l'année au sein du parc. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.